Donc, bonjour à tous pour ce nouveau mardi du CRA Languedoc-Roussillon à Montpellier pour notre série de webinaires du mois de janvier. Donc, je suis Éric Pernan, je suis psychologue au Centre de ressources autisme. J'anime et j'ai le plaisir d'animer cette série de 4 webinaires consacrés à la fois au TSA, aux conditions médicales associées, mais plus largement au TND. Et donc, tous les mardis matins, là, vous avez peut-être pris déjà cette habitude, nous nous retrouvons à la même heure pour un format relativement court pour donner un maximum d'informations, mais en même temps vous rendre disponible pour la suite de votre journée. Et ce matin, nous avons le privilège, l'honneur de recevoir le professeur David Geneviève autour de la question des maladies génétiques dans les TND, de la génétique en général. Nous y reviendrons et nous le remercions beaucoup d'ores et déjà de sa présence ce matin. Professeur Geneviève est une personne très ressource pour nous, avec qui nous collaborons maintenant depuis pas mal d'années. Merci, professeur Geneviève. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions. N'attendez pas trop longtemps. Il y aura du temps pour les questions via le chat ou le bouton conversation. Et puis, nous tenterons d'y répondre au maximum à l'issue de la conférence qui durera, on va dire, entre 30 à 40 minutes, voilà, selon le rythme du professeur Geneviève. Mais d'ores et déjà, si vous avez des questions, on a mes collègues qui sont là pour prendre ces questions et ensuite nous les transmettrons au professeur Geneviève. Vous êtes encore assez nombreux ce matin, vous l'avez été jusqu'à présent et nous vous en remercions. Nous remercions aussi le GNCRA qui met à disposition cette application pour cette visioconférence de ce matin. Merci au professeur Bagdali qui coordonne le CRA Languedoc-Roussillon. Merci à mes collègues du CRA et du Centre d'excellence à Montpellier qui est aussi co-animateur et partenaire de ce webinaire. Voilà. Après le professeur Prix, après le docteur Henry la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler de génétique. Notez également que les deux précédents webinaires sont en ligne sur le site du CRALR, donc vous pouvez tout à fait les visionner ou les revisionner. Et ce webinaire d'aujourd'hui, de ce matin, voilà, sera également en ligne. En général, à la fin de la semaine, il sera disponible. Voilà un petit peu ceci étant introduit avec, puisque nous avons encore le temps, nous sommes encore en janvier, donc je renouvelle mes voeux à tous les présents d'aujourd'hui et les présentes d'aujourd'hui. Vous êtes en général assez nombreux avec une partie des familles. Donc, chères familles, vous êtes les bienvenus, évidemment. Et puis, les collègues professionnels sont bien sûr aussi les bienvenus pour ces webinaires. Alors, avant d'entendre le professeur Geneviève, un mot sur les aspects génétiques, même si, évidemment, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler depuis pas mal de temps. Et puis, cette année 2020, malgré le Covid, a continué à poser un certain nombre de questions autour de la génétique. Ami Klein, là, en 2020, donc très très récemment, là, une sommité dans le milieu de la recherche et de l'autisme, a émis l'idée qu'on puisse définir aujourd'hui l'autisme et le considérer comme une condition génétique qui modifie la façon dont un enfant perçoit les autres et interagit. Donc, il y a des positions fortes qui sont posées par un certain nombre de professionnels, de chercheurs. La référence que je viens de citer est dans Development and Psychopathology. Donc, cette position forte, on verra si
le professeur Geneviève peut nous éclairer sur cette dimension, mais évidemment, il y a la dimension TSA, autisme, mais il y a la dimension plus large des TND auxquels l'autisme appartient. Et puis, on a aussi vu apparaître des questions et des propositions, voire des expérimentations autour du gène de l'autisme et même voire des thérapies géniques. Donc, peut-être que le professeur Geneviève pourra nous en dire aussi quelques mots. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin. En tout cas, beaucoup de questions, beaucoup de publications, beaucoup d'échanges autour de cette question de la génétique, entre guillemets. Et donc, je remercie encore une fois le professeur Geneviève d'être avec nous. Je lui passe la parole sans plus attendre et je renouvelle les questions que vous posez. C'est dès maintenant sur discussion et le chat de notre visioconférence. Voilà, professeur Geneviève, c'est à vous. Merci beaucoup, Eric. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est tout bon le son? Oui, je crois que oui. Allez, parfait. Oui, c'est bon. Allez, top. Donc, du coup, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent. Merci au CRA et au CEAN de m'inviter à vous parler de quelque chose dont finalement on a peu entendu parler pendant quelques temps, puis maintenant qui est devenu une déferlante. Et donc, le but de cette matinée, c'est de pouvoir un peu resituer le débat en sachant que dans le cadre du CEAND, il y aura 2 webinaires à écouter, alors qu'ils ne sont pas en live, mais en enregistrement sur les différents modes d'hérédité génétique et les différents outils de génétique pour pouvoir obtenir des diagnostics. Aujourd'hui, on va parler donc des maladies génétiques dans le TND et le but, c'est vraiment pas de faire une liste à la Prévert de toutes les maladies génétiques que l'on a pu identifier dans le TND parce qu'elles seraient beaucoup trop nombreuses et ça deviendrait insupportable. Aujourd'hui, on a 1135 gènes impliqués, encore ça c'était en 2020, on est en 2021, 1135 gènes impliqués dans la déficience intellectuelle, des centaines d'anomalies chromosomiques différentes. Et il est admis qu'on identifie entre 1 à 2 nouveaux gènes de déficience intellectuelle par semaine. Donc, en fait, cette liste serait périmée au moment où je vous parle, ou en tout cas la semaine d'après. Alors, du coup, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu différent. Hop, il faut juste que la diapositive passe. Alors, voilà. Quelques rappels de génétique, et j'ai mis rappel entre guillemets, génétique entre guillemets. On va voir qu'on va rentrer dans des choses très simples au début et dans les différents concepts de génétique qui existent. Alors, déjà, une des premières questions qu'on peut se poser, c'est quelles sont les possibilités pour expliquer un symptôme ou une maladie. Et je vais partir du principe que ce que l'on observe, ça ne peut être que du symptôme. C'est que des choses qui sont du phénotype et que sous ce qui se cache sur ce que l'on observe, il va y avoir plusieurs maladies différentes. Et j'ai pour habitude d'expliquer ça par la fièvre. Il y a 500 ans, la fièvre était une maladie, puis on s'est rendu compte que c'était un symptôme et que derrière se cachait un certain nombre de pathologies. Pour pouvoir avoir ça, on a eu besoin d'un saut technologique avec Pasteur qui nous a démontré qu'il y avait des virus et des bactéries. Et par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de virus, beaucoup de bactéries et que pour pouvoir traiter ces maladies infectieuses, on avait besoin d'un certain nombre d'arsenals thérapeutiques et au préalable d'un diagnostic de précision, caractériser ce virus ou cette bactérie, puis ensuite apporter le bon traitement. En médecine, c'est exactement la même chose et vous allez voir que dans les troubles du neurodéveloppement, on va avoir cette même attitude stratégique de se dire ce que je vois, c'est du symptôme, ce n'est pas une maladie et à l'intérieur de mon symptôme va se cacher un certain nombre de maladies. Donc, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer ici. Quand on observe quelque chose, on a des symptômes en face de soi et les explications peuvent être multiples, monogéniques, oligogénique, lié à l'environnement, lié à l'épigénétique ou iatrogène, qui est, on va dire, quelque chose d'un peu différent de l'environnement, ou qui pourrait être associé ensemble si on veut, qui est que si je prends par exemple de l'acide valproïque pendant la grossesse de mon enfant, l'enfant exposé in utero à l'acide valproïque va avoir un risque de développer un TND, puisqu'on a estimé que ce risque était de 40%.
et va balayer tous les types de TND qu'on peut avoir, de la déficience intellectuelle à l'autisme, à des multidys. Donc, on voit bien qu'on a des symptômes et qui sont liés à un événement unique qui est l'exposition in utero à l'acide valproïque. On peut même avoir des malformations. 20% des enfants exposés in utero à l'acide valproïque vont avoir des malformations. Alors, du coup, on va quand même essayer de mieux définir ce que c'est que monogénique, oligogénique. Une fois qu'on aura avancé sur tous ces concepts, on pourra discuter de la génétique des TND. Alors, du coup, diapositive un peu compliquée, mais on va partir de gauche à droite. Alors, j'espère qu'on voit mon petit pointeur. Globalement, comment on peut différencier oligogénique de monogénique et comment on peut les remettre ensemble avec des concepts qui sont des concepts assez récents. Alors, ici, vous avez à gauche un gène et la variation dans ce gène est suffisamment forte pour pouvoir entraîner la maladie. On va parler de maladie monogénique et finalement, on a des variants rares à effet fort et on a un risque fort face à ce variant rare à effet fort, un risque important de développer des symptômes et on va avoir une hérédité entre guillemets forte, c'est-à-dire un risque fort de transmettre ce caractère phénotypique, c'est-à-dire la déficience intellectuelle ou l'autisme ou je sais trop quoi. À côté de ça, on va avoir un autre concept qui est le concept oligogénique ou multigénique qui est là lié à l'association de variants génétiques fréquents à effet faible et il faut plusieurs variations génétiques fréquentes pour que à ce moment-là, la maladie soit visible, donc ça va donner un risque, on va dire, faible à modéré de maladie génétique. Et par contre, le risque de développer les symptômes semblerait moins important. Et là, on n'est pas face à quelque chose d'héréditaire dans le sens autosomique dominant. Je transmets mon problème et l'enfant aura le même problème. On va transmettre une combinaison de gènes et l'enfant, si cette combinaison est entre guillemets malheureuse, va développer la maladie. Si elle n'est pas malheureuse, il ne développera pas la maladie. Et du coup, face à tous ces concepts qui se sont empilés, dans les années 2007-2008, les gens ont essayé de rassembler toutes ces possibilités dans ce diagramme donc, qui a été décrit par Manolio la première fois. Et dans ce diagramme, il a été proposé que finalement, si j'ai des variants rares à effet fort, donc ça c'est l'effet, hein. Donc là chez des variants très rares à effet fort, je vais avoir des maladies monogéniques, ça va expliquer le symptôme, et si j'ai des variants fréquents à effet faible, à ce moment-là je pourrais potentiellement expliquer aussi mon symptôme. Donc à partir de 2007-2008, on a commencé à imaginer que finalement ce qu'on nous voyait c'était uniquement des symptômes et qu'on avait une multitude de possibilités et on a rassemblé en fait ces hypothèses génétiques. Donc on a eu un concept maladie rare, variant rare, maladie fréquente, variant fréquent. Alors, quelles sont les autres possibilités si on se pose la question de quelque chose de plus complexe, oligogénique, environnement épigénétique? C'est ce qu'on appelle les maladies multifactorielles. Et comment s'est développé ce concept? Alors, s'est développé ce concept devant l'observation de forme familiale, mais qui ne se transmet pas clairement de génération en génération. Donc du coup, là, ce n'était pas du génétique classique tel qu'on l'avait décrite auparavant. Lié aussi au fait, et on va voir par la suite, de l'absence d'outils permettant d'identifier ces événements génétiques rares de façon large chez n'importe qui, et également le fait qu'on avait du mal à capter des personnes qui porteraient un problème génétique et n'exprimeraient pas la maladie, ce qu'on appelle la pénétrance incomplète, dans un jargon plus, on va dire, moins médical, des sauts de génération. Ça, on ne savait pas trop bien le maîtriser il y a un certain nombre de temps. Et donc, on a dit, est multifactorielle, l'association de variants génétiques fréquents, oligo ou multigéniques, donc plusieurs gènes, à de l'environnement et puis après de l'épigénétique parce qu'on s'est dit l'environnement lui tout seul il fait rien, ce qu'il va faire c'est pas l'environnement lui qui est responsable de quoi que ce soit, c'est l'environnement qui va
ajouter des marques épigénétiques sur l'ADN. Donc, on voit ici l'ADN et ces marques épigénétiques qui peuvent se développer à différents moments de la vie vont perturber l'expression des gènes et donc révéler des symptômes. Alors, la question qui s'est posée dans les années 2000 à nouveau, c'était quelle est la part entre la génétique, monogénique ou oligogénique, et l'environnement. Et pour pouvoir répondre à cette question, on a eu affaire à des concepts dits d'héritabilité, qui sont des concepts assez anciens. Dès le début du XXe siècle se posait déjà cette question-là. C'est revenu très, très fortement en fin du XXe siècle, effectivement, enfin en tout cas des années 2000, pardon, donc en tout début du XXIe. C'est ce concept d'héritabilité. Et il faut bien le différencier de l'hérédité. L'héritabilité, c'est un calcul statistique en se basant sur l'observation du phénotype chez des jumeaux monozygotes, des jumeaux identiques, versus des jumeaux dizygotes, des jumeaux qui sont différents, ce n'est pas le même œuf. Et donc, la question qui s'est posée derrière, c'est de se dire, est-ce que chez mes jumeaux monozygotes, j'observe plus souvent le phénotype, le trait clinique qu'on observe, versus contre les jumeaux dizygotes. Plus c'est observé de façon homogène chez les jumeaux monozygotes et discordante chez les jumeaux dizygotes, plus on va conclure qu'il y a un poids génétique fort, sans qu'on soit capable de dire si ce poids génétique il est mono ou oligogénique. Alors, il y a des limites à ces concepts d'héritabilité. À un moment, on a dit beaucoup de choses dessus, alors qu'en fait, ce n'était pas complètement vrai. C'est que quand on fait une étude chez les jumeaux, on va étudier une population particulière. Si j'ai que des jumeaux caucasiens, mes données seront bonnes que pour les caucasiens. Ce ne sera pas vrai pour les asiatiques, ce ne sera pas vrai pour les africains, les sud-américains, enfin d'autres populations. Puis les caucasiens, ça peut être variable entre les européens et les américains. Donc on a une limitation sur la population et ça concerne une période d'exposition particulière. Si je fais une étude de jumeaux dans les années 1900 et des brouettes, ce n'est pas la même chose que 2005. 100 ans plus tard, l'exposition est complètement différente. On ne peut utiliser cette héritabilité, cette notion statistique, que si on a des méta-analyses de populations variées à des temps variés. C'est ce qui a été observé, par exemple, dans le trouble du spectre autistique, où on s'est rendu compte que l'héritabilité était aux alentours de 80-85%. Ceci veut dire que le poids génétique est de 85%, le poids de l'environnement est de 15%. Donc, ça veut dire que le poids génétique est très fort par rapport à l'environnement si on se base uniquement sur ce calcul statistique qui, dans le TSA, a une valeur puisqu'elle prend en compte plusieurs études. Concernant l'épigénétique, honnêtement, j'en dirai pas grand-chose et j'utiliserai ce petit cartoon un peu rigolo et je vous traduis qui dit si on te pose la question, donc c'est un jeune qui doit faire une conférence, qui a son mentor derrière, qui essaye de le rassurer. Le jeune est très stressé aux questions qu'on pourrait lui poser et la réponse de son mentor dit si on te pose n'importe quelle question, tu as juste qu'à dire que c'est épigénétique. Aujourd'hui, l'épigénétique est un flou artistique pour lequel on a du mal de savoir si cette épigénétique est liée à des mutations dans des gènes qui contrôlent les marques épigénétiques ou si elle est liée à l'environnement. Aujourd'hui, on n'est pas capable de différencier ça. Pourquoi ? Parce qu'on a pris des cohortes d'enfants où, à l'intérieur, on avait des personnes qui avaient des maladies génétiques qui contrôlaient les marques épigénétiques. Et donc, si on étudie les marques épigénétiques chez ces personnes-là, dans cette cohorte, on va avoir une différence par rapport à des personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle ou de troubles du spectre d'autisme avec déficience intellectuelle. Donc aujourd'hui, ce concept-là est certainement très intéressant, mais pas assez clair et purifié, entre guillemets, pour pouvoir en tirer des conclusions. Alors pourquoi se poser toutes ces questions autour de la génétique? Après tout, ça ne serait pas forcément très utile. On pourrait se dire que ça ne sert à rien. En fait, non. Le but de se poser ces questions de génétique, pas génétique, face aux symptômes du trouble du neurodéveloppement que l'on observe est la même démarche que Pasteur a eue quand il a observé des gens qui avaient des maladies infectieuses.
en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? C'est vraiment la question, c'est comment on peut rentrer dans une finesse diagnostique permettant une application thérapeutique. Et le but, c'est vraiment ça, c'est de se dire, si j'ai une maladie monogénique qui a un variant génétique de fréquence rare à effet fort, je vais avoir un effet suffisamment important pour pouvoir en déduire un certain nombre de conclusions qu'on va voir après, c'est l'implication de ces variants génétiques, versus une forme polygénique, addition de variants génétiques à effet faible, ou multifactorielle, là une combinaison de polygénique, oligogénique à l'environnement. L'intérêt, c'est quoi? Si j'ai une forme monogénique rare à effet fort, je vais être capable d'apporter un conseil génétique. À la question de l'annonce diagnostique d'une maladie, d'un symptôme, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est rare, est-ce que c'est grave, est-ce que ça se traite, est-ce que ça se transmet? On va pouvoir répondre uniquement si on a une idée très précise. Est-ce que c'est grave? Avec la génétique, ça va être compliqué de répondre à cette question-là. Pourquoi? Parce qu'un diagnostic n'est pas un pronostic, on pourra discuter autour de ces questions-là, mais globalement, on va pouvoir être capable de dire si ça se transmet. Est-ce que ce problème génétique impacte? Je prends par exemple un enfant qui a un trouble du spectre autistique avec une déficience intellectuelle, on fait un examen génétique, on a un diagnostic de précision. On est capable de dire c'est le gène CNOT3, CHD8, peu importe. On va être capable de dire si c'est arrivé que chez l'enfant, s'il y a un risque pour la fratrie, si les parents sont jeunes et qu'ils veulent avoir des enfants, est-ce qu'ils ont un risque de le transmettre? Si je connais bien la maladie, je vais avoir une connaissance de la trajectoire de vie développementale. Je prends l'exemple de la trisomie 21, enfin des personnes porteuses de trisomie 21. La connaissance de cette maladie, des différents symptômes qui vont arriver au cours du temps, des difficultés associées, ont permis d'améliorer la qualité et l'espérance de vie de ces personnes de plus de 15 ans. Tout simplement parce que je connais bien, je sais ce qui se passe, je préviens ces symptômes. Donc on l'a vu, on va connaître mieux les symptômes associés, on va mieux prévenir ces symptômes associés. Je pourrais prendre comme exemple un trouble du neurodéveloppement type TSA. Si je sais que j'ai un risque très fort d'avoir un problème d'épilepsie, eh ben, c'est quand même plus intéressant que de découvrir et de voir apparaître cette épilepsie et que tout le monde soit surpris. Et encore mieux, si je suis capable de dire c'est plutôt ce traitement-là antiépileptique qu'il faut donner plutôt qu'un autre, je vais faire à nouveau gagner du temps. On va être dans l'identification de thérapies ciblées spécifiques. Et aujourd'hui, on n'a pas énormément d'exemples, mais petit à petit, ces exemples s'accumulent. Et puis, on va rentrer dans l'ère de la médecine personnalisée à partir des données génétiques, ce qui se met en place en France. Aujourd'hui, en France, on a des plans autisme, certes, mais aussi on a un plan de médecine personnalisée à partir de la génétique, qui est le plan France Médecine Génomique 2025, donc la médecine personnalisée à partir de la génétique, c'est la médecine génomique. Du coup, on peut reprendre les explications face aux symptômes. J'ai ici mes différentes explications face à mon symptôme TND. Soit j'ai des maladies monogéniques et je suis capable d'apporter de temps en temps, si j'ai des connaissances suffisantes, cette notion de médecine personnalisée. Quels sont les autres symptômes associés aux symptômes que j'observe, comment je vais le prendre en charge tout au long de la vie, et est-ce que j'ai des solutions thérapeutiques, des connaissances physiopathologiques qui vont me faire dire attention, cet enfant a un trouble de la mémorisation, oui, mais c'est que visuel et pas auditif, on va utiliser le canal auditif. Cet enfant on sait qu'il va avoir des troubles de graphisme fin extrêmement importants. On va essayer de contourner ces problèmes de graphisme fin par l'utilisation d'un ordinateur. Donc, on va voir qu'on peut essayer d'adapter une partie des rééducations qu'on pourra apporter dans l'attente d'avoir effectivement ces fameuses thérapies géniques. Qu'est-ce qui se passe si je suis face à quelque chose de multifactoriel? Là, c'est bien embêtant parce que l'état aujourd'hui des connaissances n'est pas du tout suffisant pour dire c'est ce pesticide, c'est cet élément de peinture, c'est les bisphénols A qui sont responsables de la maladie de mon enfant. On est incapable de répondre à ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? On est incapable de répondre à cette question-là en dehors d'appliquer ce que l'on sait déjà appliquer. C'est la rééducation intensive, orthophonie, etc. etc. Je ne parle pas de dépistage précoce des symptômes grâce à des biomarqueurs. On voit bien que si on a ces biomarqueurs-là, génétiques, on va proposer une prise en charge plus rapide, plus précoce. Et je vous avais parlé il y a quelque temps de ce plan France Médecine Génomique, donc, qui propose de réaliser un examen génétique
type génome, c'est-à-dire séquençage de l'intégralité de l'ADN chez des personnes pour avoir un diagnostic de précision et une prise en charge personnalisée. Il faut savoir que le trouble du neurodéveloppement précoce, comprenant le TSA, sans déficience intellectuelle, peut avoir droit à un génome aujourd'hui, au même titre que si vous avez une déficience intellectuelle, vous pouvez avoir droit également à un génome. Donc on est rentré dans l'ère de cet examen génétique facile. Et on l'a vu, autant, je reviens en arrière, dans les années 2007-2008, on disait ces variants rares, on ne peut pas les trouver, ça ne sert à rien de se concentrer dessus, c'est vraiment ce qui avait marqué ici. Rare variant of small effect, very hard to identify by gene means. Ça veut dire que les variants rares avec des effets qui expliquent très peu de personnes sont trop difficiles à trouver par les outils génétiques. En fait, on a eu une méthode totalement disruptive qui est le séquençage nouvelle génération, qui nous a permis de pouvoir proposer ce séquençage à tout un chacun. On n'a plus besoin de faire des grandes études familiales. L'enfant et ses deux parents sont largement suffisants pour essayer de répondre à la question: qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a une prise en charge spécialisée? Est-ce qu'on a un début de pronostic? En réalité, on a surtout un diagnostic de précision et tous les autres symptômes qui vont avec. On n'a pas un pronostic. On sait qu'on a une trajectoire développementale particulière, mais on est incapable de dire ça va se passer à tel âge, ça aura telle intensité. Ça, on ne sait pas faire. On sait juste dire on a une explication, on sait si ça se transmet. Et de façon beaucoup plus rare, on a une thérapie ciblée. Néanmoins, c'est des choses qui existent. Aujourd'hui, on fait un dépistage néonatal de maladies génétiques qui vont donner de la déficience intellectuelle. C'est la phénylcétonurie et ce sont les hypothyroïdies congénitales. Et le but étant de donner un traitement pour éviter l'apparition de cette déficience intellectuelle. On est dans la thérapie ciblée de maladies génétiques. C'est très ancien et en même temps, c'est très nouveau. Alors voilà, on a fait un overview de ce qui existait, des différentes explications génétiques à un phénotype, à des symptômes. Maintenant, on va parler un petit peu plus de la génétique des TND et où on en est et quel est l'état des connaissances et qu'est-ce qu'on explique face à tel ou tel symptôme. Alors, clairement, il est très important de savoir que le trouble du neurodéveloppement, c'est un ensemble de sous-ensembles, de sous-groupes, qui contiennent elles-mêmes un certain nombre d'entités. Je vais vous prendre celui pour lequel on a des connaissances les plus importantes dans les troubles du neurodéveloppement, qui est la déficience intellectuelle, qui, je vous rappelle, est définie par un quotient intellectuel total inférieur à 70. Cette définition est très, très importante et en même temps pas parfaite. Pourquoi très importante? Parce que ça permet d'avoir un élément chiffré qui va nous dire on est dans tel ou tel ou tel cadre, parce qu'on a un niveau de connaissance suffisant pour apporter des informations utiles aux personnes, qu'on peut proposer des examens génétiques qui vont répondre à un certain nombre de questions, et pas parfaite parce qu'on s'est rendu compte qu'une maladie génétique qui est réputée pour donner de la déficience intellectuelle peut aussi donner un autre cadre qui est ce qu'on appelle les difficultés d'apprentissage avec des QIT entre 70 et 85. Un exemple tout bête, quand une personne est conçue avec un problème de trisomie 21, il va naître avec sa trisomie 21, il va vivre avec cette maladie génétique, on est dans la capacité de dire si le QIT va être inférieur à 70 ou elle sera entre 70 et 85 ou entre 85 et 100. Et on voit bien qu'un problème génétique ne donne pas forcément tout le temps de la déficience intellectuelle, mais peut donner un TND associé à d'autres symptômes qui pourraient être des multidys, du TSA, voire même si je tire le très 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 fort avec les autres troubles du neurodéveloppement, et là on n'est plus vraiment dans le neurodéveloppement, mais pourtant quand même lié à cette maladie, les personnes porteuses de trisomie 21 développeront tous une maladie d'Alzheimer, parce que génétiquement, ils ont ça dans ce chromosome 21 en plus. On est donc dans un continuum de pathologies. Il faut bien faire la différence entre symptômes et maladies monogéniques qui sont responsables de ces symptômes. Alors, l'état des lieux concernant les maladies monogéniques, la déficience intellectuelle, mais on parlera aussi des autres formes, c'est-à-dire environnementales et multifactorielles, sont qu'on a eu une explosion des connaissances avec l'apparition de nos nouveaux outils génétiques qui ont remplacé les anciens.
la CGH-arrêt ou analyse chromosomique par puce ADN qui remplace le karyotype, qui est bien meilleur que ce qu'on était capable de voir, et surtout le séquençage nouvelle génération qui a permis d'identifier un nombre extrêmement important, et ces courbes ne se freinent pas pour autant, de maladies dominantes, récessives, liées à l'X, etc., etc. Donc clairement, ce séquençage nouvelle génération a permis d'identifier un nombre incalculable de gènes et surtout a permis d'augmenter de façon extrêmement importante le nombre de diagnostics et le pourcentage de diagnostics. Et on sait aujourd'hui que si j'ai une personne en face de moi qui a une déficience intellectuelle, 7 fois sur 10, je vais apporter une information en disant c'est quelque chose de monogénique ou de chromosomique. On a, grâce à l'explosion des connaissances et des partages de données, on sait qu'on identifie entre 1 et 2 nouveaux gènes de déficience intellectuelle par semaine, c'est-à-dire on a vu en 2018-2019 100 nouveaux gènes de déficience intellectuelle, 2020 une année un peu particulière, 50 gènes de déficience intellectuelle. Les estimations, c'est plus de 1300 gènes en 2020 et plus de 1000 gènes à trouver. Et je vous parle de 2020, pas de 2021. Et comme ça, on a vu, avec nos outils de génétique, grandir de façon extrêmement importante notre capacité diagnostique et avoir une modification très importante de la façon dont on faisait ces diagnostics. Avant l'apparition de ces nouveaux outils de génétique, quand on avait une personne en face de nous qui avait une déficience intellectuelle, on a été très mauvais pour répondre à la question, 5% de diagnostic, et notre seul outil, c'était l'outil phénotype. C'est-à-dire qu'on observait la personne, on lui trouvait des tas de petits signes un peu particuliers. L'association de ces signes nous faisait penser à des maladies, on testait. C'était la stratégie phénotype en premier. Puis sont apparus des outils de l'identification de nouvelles maladies, des maladies que l'on n'est pas capable de reconnaître uniquement avec les symptômes cliniques. Donc le phénotype n'a plus trop son utilité en première ligne et on est rentré dans une stratégie génotype en premier. C'est stratégie genotype first. Et donc ça veut dire que aujourd'hui, quand on voit une personne qui a une déficience intellectuelle, donc qui a une forme de TND, et j'aurais tendance à dire une personne qui a un TSA, il se passera la même chose, c'est que peu importe ce que l'on observe, on fait un examen génétique, on voit ce qui sort. Et parfois, on n'aurait pas pensé à cette maladie parce que les symptômes cliniques étaient atypiques. Et parfois, on ne peut pas connaître cette maladie parce que ça fait une semaine qu'elle est découverte. J'exagère un peu, mais pas complètement, dans le sens où, quand on fait un examen génétique, on va le tester aux connaissances d'il y a un mois, 2 mois. Ça va dépendre à quelle vitesse et à quel rythme on remet à jour son pipeline bioinformatique. Mais il peut arriver, en tout cas, il nous est arrivé plein de fois, de faire un examen type exome, négatif à une année 1, de refaire une lecture bioinformatique et d'avoir une réponse à une année 2. On sait qu'on augmente de 3,5% le taux diagnostic par an par les relectures bioannuelles dans le cadre de la déficience intellectuelle. Et à terme, aujourd'hui, on voit qu'on a une évolution de ces examens. On sait qu'aujourd'hui, l'examen, le gold standard, c'est-à-dire l'examen roi pour pouvoir faire un diagnostic dans la déficience intellectuelle, c'est le génome. Et on sait maintenant qu'on a 20% de multifactoriel, 10% d'environnement, 70% de monogénique ou de chromosomique. Et ce chiffre de 70% ne fait que augmenter. D'accord ? Et donc, ça veut dire que finalement, ces causes dites multifactorielles qu'on pensait être extrêmement importantes dans la déficience intellectuelle le sont beaucoup moins. On voit ici quelques exemples de maladies monogéniques. Donc, nos collègues anglo-saxons, donc anglais, en tout cas le UK, donc tout le Royaume-Uni, avaient mis en place il y a quelques années un projet de recherche qui était donc pour tous les UK de séquençage chez des enfants qui avaient un trouble du neurodéveloppement, et ça s'appelait Deciphering Developmental Disorders, c'est le DDD, donc les symptômes ou les syndromes avec anomalie de développement.
On voit ici sur ce schéma-là que je montre ici, les différents chromosomes, les différentes maladies génétiques liées à ce chromosome et leur fréquence. Et comme ça, on sait qu'il y a certaines maladies qui sont plus fréquentes que d'autres, comme Aridin B, responsable du syndrome de Coffin-Siris, Ankyrin D11, responsable du syndrome KBG, avec des variations morphologiques du visage un peu particulières. Ici, KMT2A, qui est le Widmann-Steiner. Donc, première information, on a une multitude de maladies monogéniques et on sait les reconnaître sur les traits morphologiques. On connaît leur incidence avec des maladies plus ou moins fréquentes. À la rigueur, ça, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que finalement, on va commencer à avoir des connaissances très intéressantes, spécifiques de tel ou tel gène. Si je prends par exemple le gène GNAI1, on va avoir des informations sur, bon, alors ça c'est la partie génétique, à la rigueur on s'en fout, sur la croissance, comment grandissent ces enfants. On se rend compte que le périmètre crânien est en moyenne à moins 2,57 déviations standard, donc on a une microcéphalie dans cette maladie. Et puis on va avoir des informations sur ce qui va se passer, à quel âge en moyenne l'enfant a souri, à quel âge il a tenu, donc c'est en mois, assis, à quel âge il a marché, 30 mois, à quel âge il a parlé, 117,5 mois. Ça veut dire qu'un enfant qui naît avec une variation dans le gène GNAI1, on sait qu'il va avoir un retard de langage extrêmement important. Donc avant que ce langage émerge, il faut mettre en place, et on va mettre le paquet, sur des méthodes de communication non verbale, parce que si on ne fait pas ça et qu'on attend que le langage arrive, on sait qu'il va arriver très tard, donc on va avoir des problèmes de frustration, etc. etc. Et quitte après, une fois que ce langage verbal, oral émerge, on va mieux prendre en charge ce langage oral. Et à côté de ça, on va avoir d'autres informations. Quels sont les symptômes cliniques? Est-ce qu'il y a des symptômes squelettiques? Est-ce qu'on a des symptômes cutanés? De neurodéveloppement? Bon, ça, c'est un peu spécial comme question, mais voilà, on va avoir des notions assez intéressantes, gène par gène, de quels sont préférentiellement tel ou tel symptôme et comment on va avancer. On est en 2017, hein, c'était il y a 4 ans, puisque c'est février 2017, hein, donc on n'est pas loin de ces 4 années, de connaissances et de nouvelles notions de ce que j'observe, c'est du phénotype. Et en fait, mon diagnostic de précision m'amène des nouvelles connaissances qui vont permettre de mieux adapter à la prise en charge, de mieux répondre aux questions. Est-ce que c'est monogénique ou pas? Est-ce qu'il y a un risque ou pas héréditaire? Parlons d'hérédité, justement. On reprend ce schéma qui va nous dire combien on a de monogéniques et chromosomiques, on a dit 70%, d'environnement et de multifactoriel. Alors clairement, avec l'environnemental, c'est compliqué de répondre à la question risque de récidive ou pas. Je reprends l'exemple d'exposition in utero à l'acide valproïque. Mais clairement, on sait que le risque est de 40% de troubles du neurodéveloppement et 20% de syndrome malformatif, pardon. Mais en même temps, voilà, la prochaine grossesse, c'est quoi le risque? On pourrait dire on arrête l'acide valproïque, comme ça on est tranquille. Mais concernant les maladies monogéniques et chromosomiques, ce que l'on sait, c'est qu'on est environ dans 80% de problèmes de novo. Il n'y avait rien dans la famille, le problème génétique est apparu chez l'enfant. Ça veut dire que prochaine grossesse, risque à peine supérieur à celui de la population générale pour un couple. Et pour la fratrie, le risque, il est celui de la population générale. Pour la personne elle-même qui est porteuse de cette déficience intellectuelle, son risque à lui va être de 50% de transmettre le problème génétique. Et là où je vous dis que génétique et pas pronostic, c'est diagnostic mais pas pronostic, c'est qu'on ne sera pas trop capable de pouvoir prédire de façon très précise quel va être le degré des différents symptômes qui seraient associés à cette déficience intellectuelle. Quand j'entends différents symptômes, c'est l'âge, la marche, le microcéphalie, pas microcéphalie. Est-ce que ça sera présent? Est-ce que ça sera sévère? Ça va être difficile de répondre à cette question-là. On va rester dans des trucs à la louche. L'âge moyen de la marche sera ça, l'âge moyen du langage sera ça, etc. etc. Dans 20% des situations, face à une personne qui est porteuse d'une déficience intellectuelle, on sait que là, on va être dans un risque potentiellement héréditaire lié à l'X, récessif, dominant, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'une personne qui a une déficience intellectuelle, aujourd'hui, on sait que 7 fois sur 10, c'est lié à un problème génétique. Et à l'intérieur de ces 7 fois sur 10, 8 fois sur 10, c'est lié à un accident génétique, une mutation des nouveaux. En gros, un peu plus d'une fois sur deux, quand on voit une personne qui a un problème de déficience intellectuelle, on saura qu'une fois sur deux,
c'est génétique et lié à un accident. C'est des réponses auxquelles on ne s'attendait pas il y a encore un certain nombre d'années. Alors, on va prendre d'autres sous-groupes de troubles du neurodéveloppement, et vous allez voir, ça va être un peu plus simple que ce que j'ai dit jusqu'à présent. Pour tout ce qui est troubles du spectre autistique avec déficience intellectuelle, on estime à peu près 30 à 35% des personnes présentant un trouble du spectre autistique, donc il va y avoir une déficience intellectuelle associée à ce trouble du spectre autistique, on rentre dans les mêmes considérations que ce que l'on avait dit avant. Et pour les autres formes de troubles du spectre autistique sans déficience intellectuelle ou les multidys, là c'est un peu plus compliqué parce que l'état des connaissances est beaucoup moins important. Alors, ce séquençage nouvelle génération, exome, génome, nous a apporté plein de nouveaux concepts. En particulier, on s'est rendu compte que les gènes qui donnaient de la déficience intellectuelle pouvaient également donner de l'autisme. On voit ici ce diagramme de Venn, donc on est toujours face à ces personnes qui avaient fait un état des lieux des connaissances de génétique dans les troubles du neurodéveloppement, et ils nous disent, voilà, toute cette liste de gènes-là peuvent vous donner à la fois de la déficience intellectuelle ou de l'autisme. Ces gènes-là, de la déficience intellectuelle, de l'autisme ou de la schizophrénie. Parfois, déficience intellectuelle ou schizophrénie. Déficience intellectuelle, autisme ou schizophrénie. Et la liste sur ce schéma n'est bien évidemment absolument pas du tout exhaustive, mais simplement ça veut dire que ces mêmes gènes vont vous donner des symptômes différents. Un peu comme quand vous avez une anomalie type trisomie 21, vous avez comme symptôme une malformation cardiaque, des traits morphologiques du visage un peu particuliers et une déficience intellectuelle, ou en tout cas un TND. Voilà, c'est le même concept de se dire que finalement, ce que j'observe, c'est du symptôme et mon problème génétique va me donner plusieurs symptômes. Des personnes qui ont essayé de comprendre, on voit ici sur cette roue-là, quelle était l'expression de tel ou tel phénotype, de tel ou tel symptôme face à un problème génétique. Alors on voit que certains gènes vont avoir comme phénotype pas mal d'autisme et d'autres beaucoup de déficience intellectuelle, parfois de l'épilepsie, etc., etc. Donc on commence à pouvoir dire face à tel gène égale tel pourcentage de risque de présenter ce symptôme. On a du mal à le comprendre, mais c'est comme ça. Et puis, il y a des gens qui vont encore plus loin. On est en 2019. Et cette équipe-là, qui sont des gens qui sont vraiment très, très connus, Leadbetter, c'est vraiment quelqu'un qui est très connu, dit aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'on a des gènes qui vont vous donner de l'autisme spécifique isolé. Et on revoit ici cette même présentation. Je vous prends par exemple CHD7 qui est responsable du syndrome Charge. On sait que ce gène-là peut donner des problèmes d'autisme, mais la partie autisme finalement est faible par rapport à la partie déficience intellectuelle. Puis parfois on a un mixte autisme-déficience intellectuelle si je prends MED13L, un petit bout d'enfants qui n'ont que des problèmes d'autisme et d'autres qui ont des problèmes de déficience intellectuelle. TSA sans déficience intellectuelle, il existe quelques gènes qui sont aujourd'hui identifiés. Pour les multidys, j'aurais tendance à dire que c'est la même chose. Aujourd'hui, il est difficile de différencier ces choses-là. On sait qu'il y a des enfants qui n'ont pas de déficience intellectuelle, qui ont des multidys, mais l'état des connaissances des maladies monogéniques est complètement faible. Alors, on pourrait se poser la question, finalement, de se dire, ok, c'est réglé. Dans la déficience intellectuelle, on a beaucoup de maladies monogéniques. Et puis, dans les autres troubles du neurodéveloppement, dans les autres TND, finalement, ces maladies monogéniques sont beaucoup moins fréquentes. Et à la place, on a du multifactoriel, du polygénique. J'aurais tendance à dire, attention à ce raccourci extrêmement périlleux sur le plan connaissance, car aujourd'hui, on n'a pas les connaissances pour ça. On est trop en retard ou en défaut de connaissances pour affirmer ça de façon évidente. Toutes les connaissances dans la déficience intellectuelle, ça fait des années qu'on a ce concept de se dire, attention, ce que l'on voit, c'est du monogénique ou du chromosomique. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans le travers en disant, alors finalement, on va expliquer autrement, comme on était tombé dans le travers en disant, les maladies rares, c'est des variants rares, les maladies fréquentes, c'est des variants fréquents. Tout ça, c'est fini, ce n'est pas possible. Alors, pour essayer de combler le trou de connaissances, on s'est à nouveau engouffré dans d'autres concepts que multifactoriels et autres, qui sont les troubles du neurodéveloppement, les scores polygéniques, je commence à yoyoter, le score de risque polygénique.
Et on voit ici un schéma où finalement on est en 2020, essayer d'avoir des PRS qui permettent de mieux capter les problèmes de troubles de l'attention. Là, on est dans du TADA ou dans du problème d'autisme. Et vous voyez qu'on explique peu de la variation. Hein. C'est 0,05%. Ça n'a pas de valeur. On ne peut pas dire à une personne, avec 0,5% d'explication, on a trouvé ce qui se passe. Ce n'est pas possible. Et effectivement, ces PRS, Polygenic Risk Score, ou score de risque polygénique, aujourd'hui, sont basés sur l'hypothèse que les connaissances monogéniques sont figées. C'est qu'on arrive au bout de nos connaissances et maintenant, il faut passer à un autre concept. Bon, ok, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas complètement sûr qu'on puisse dire ça. Et puis l'autre question, les autres problèmes liés au PRS, c'est qu'aujourd'hui, ces PRS concernent en fait un groupe de personnes. C'est-à-dire que c'est des études statistiques sur des centaines de personnes. Aujourd'hui, ce n'est pas applicable individuellement. On veut nous faire croire que c'est le cas, mais ce n'est toujours pas le cas. Ça sera peut-être le cas plus tard, mais aujourd'hui, on ne peut pas individuellement utiliser ce PRS. Ils ne sont pas prédictifs d'apparition de symptômes. Et ça explique qu'un tout petit bout. Donc dire, et on voit sur Internet fleurir beaucoup de tests génétiques pour l'intelligence, pour etc., qui sont basés sur des PRS qui captent 5%, 6% du problème, et ce n'est pas avec 5 ou 6% du problème, le petit bout de la lorgnette, qu'on va réussir à dire « Ah bah oui, c'est bon, on a tout compris ». Enfin, honnêtement, on a tellement été échaudé par toutes les connaissances qui sont arrivées qu'il serait imprudent, tout à fait prétentieux de pouvoir prédire le contraire. Il faut être très raisonnable et responsable avec ces informations. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a 2 fois 20 000 gènes. On sait que sur ces 2 fois 20 000 gènes, il n'y en a que 1 sur 4 dont on connaît la fonction. 3 gènes sur 4, on ne sait pas à quoi ils servent. On a un trou énorme dans la raquette. Hein, on a un trou qui est que c'est comme si vous voyez qu'un quart de votre jardin, et 3 quarts de votre jardin, il est en friche. Hein. Vous avez un très beau jardin, sauf que c'est qu'un petit bout. Sur ces 5 000 gènes, il n'y en a que 3 800 qui sont responsables de maladies. C'est-à-dire qu'il y a un gène sur 5, on sait qu'il est responsable de maladies. Et on sait que ce gène-là, il va être responsable de plus de maladies. Un gène, plusieurs maladies. Un gène, plusieurs symptômes. Et on se rend compte finalement que des gènes vont vous donner, je vais prendre un gène qui s'appelle la filamine A, qui est lié au chromosome X, qui peut vous donner un trouble du neurodéveloppement avec épilepsie par anomalie de migration des neurones, mais aussi une maladie osseuse constitutionnelle, mais aussi des problèmes digestifs. Et ce n'est pas le même endroit du gène qui est abîmé, ce n'est pas les mêmes maladies. En conclusion, et comme ça va nous laisser un peu la place à de la discussion, et j'étais plus bavard que je le croyais, les troubles du neurodéveloppement, c'est un groupe hétérogène de maladies classées par leurs symptômes. Donc, ça veut dire un groupe de portes d'entrée diagnostiques pour des diagnostics multiples qui sont hétérogènes cliniquement et génétiquement. Je prendrai déficience intellectuelle, c'est une porte d'entrée, et à l'intérieur, je sais que je vais avoir des personnes déficientes intellectuelles avec de l'épilepsie ou pas, avec de l'autisme ou pas, avec une macrocéphalie, une microcéphalie, donc une grosse tête, une petite tête, etc., etc. Les causes environnementales existent, on en est sûr. Si vous avez une méningite, vous allez avoir une déficience intellectuelle. Si vous avez été exposé à une utérolacide valproïque, vous allez avoir un trouble du neurodéveloppement, TSA ou multidis. Et je vous rappelle que entre 2007 et 2015, une grossesse sur 500 a été exposée à une utéroadépakine, donc ça veut dire beaucoup de monde. Parfois, la même étiologie monogénique peut donner plusieurs formes de TND, c'est-à-dire de la déficience, de l'autisme, des DIS, de la schizophrénie et autres. Les causes monogéniques aujourd'hui dans la déficience intellectuelle sont plus fréquentes que ce que l'on pensait, et de loin. On est passé de 5-10% d'explications à 70% d'explications grâce à ce saut technologique. C'est uniquement à partir de ces formes monogéniques qu'on est capable de rentrer dans l'ère de la médecine personnalisée, c'est-à-dire l'explication de la trajectoire de vie et des différents symptômes cliniques associés avec quelque chose de solide, et que le défaut de connaissance ne permet pas de dire aujourd'hui quelle est la répartition monogénique, oligogénique, multifactorielle, environnement. Et je vous rassure, les causes multifactorielles existent probablement, et aujourd'hui on a du mal à clairement les démontrer. On reste encore dans le cadre de la recherche. Ne basculons pas, n'utilisons pas la recherche trop tôt avant qu'elle soit applicable cliniquement. Et c'est le médecin généticien, clinicien qui voit des personnes au quotidien en consultation qui vous le dit. On ne peut pas donner du vaporeux aux personnes malades. Il faut impérativement qu'on puisse leur apporter des choses
sûr et clairement approuvé scientifiquement. Voilà, j'ai fini de parler. Je vais arrêter de partager mon écran. Merci, professeur Geneviève. On ne vous voit plus beaucoup. Si... Normalement, j'ai arrêté de partager l'écran, mais je dois être dans le… Voilà. Je pense qu'on vous revoit peut-être. Alors, professeur Geneviève, votre fenêtre derrière vous éblouit un petit peu nos webinaristes. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu vous décaler, voilà, pour voilà, super, très bien. On voit mon désordre. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci pour cette excellente présentation. Énormément de questions. Alors, je serais tenté de dire qu'il y a des questions personnalisées pour une médecine personnalisée, mais ça va être compliqué de répondre individuellement à toutes ces questions-là. J'imagine que, justement, vous venez de le dire, il faut être très prudent et que on ne peut pas, en une question, résoudre un problème individuel aussi complexe que vous venez de nous le présenter. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je réponde aux questions diverses et variées? Non, j'ai fait une synthèse. Après, vous regardez, j'ai fait une petite synthèse pour reprendre, parce que sinon, à chaque question, peut-être on y reviendra si on a le temps. Peut-être une question d'abord sur, tout à l'heure sur la diapositive, héritabilité, hérédité. Vous avez insisté sur l'héritabilité, calcul statistique, par génétique important par rapport à l'environnement, 80-85% versus 10-15%. Mais hérédité, je n'ai pas entendu quelle était justement la différence réelle, s'il vous plaît. Ah, aucun problème. Héritabilité, c'est un calcul statistique qui va donner effectivement une part d'un élément par rapport à un autre. L'hérédité, c'est la transmission des caractères génétiques. J'ai les cheveux frisés, j'ai un risque de transmettre ce caractère génétique cheveux frisés. C'est héréditaire, ça peut se transmettre de façon différents modes, dominant, récessif, X, oligogénique. On sait qu'on a des modes héréditaires oligogéniques, en particulier pour des traits phénotypiques fréquents. Et si je prends l'exemple du syndrome de l'X fragile, on sait que les garçons avec syndrome de l'X fragile ont 45% de risque de développer un trouble du spectre autistique. L'hérédité de l'X fragile, c'est lié au chromosome X. Et ça n'a rien à voir avec l'héritabilité. Il faut vraiment séparer les deux. Il y a un concept statistique versus un concept médical de transmission de choses. Peut-être que moi, je vois les questions de Anne. Alors, je ne vais pas répondre, c'est les premières questions sur le chat, je ne vais pas répondre directement sur la variation génétique identifiée dans le gène CTNNA3, mais illustrer le propos de la variabilité de l'expression du symptôme. Ce gène-là, CTNNA3, peut donner parfois de la déficience intellectuelle, parfois non, puisque l'enfant n'avait pas de déficience intellectuelle. Et je ne suis pas choqué par ça. Il ne faut pas figer les choses en disant ce gène-là, c'est un gène de déficience intellectuelle. On sait très bien qu'il va y avoir une variabilité d'expression du phénotype. Et ce gène-là peut donner dans 80% de la déficience intellectuelle, mais 20% des troubles des apprentissages autres que DI. Donc ça, c'est pour illustrer cette question-là. Et pour répondre clairement à la question de Anne sur qu'est-ce que ça veut dire et ce problème-là, j'aurais tendance à dire il faut vraiment retourner voir sa généticienne en expliquant je n'ai pas compris, réexpliquez-moi, ça n'a pas été assez clair. Et la généticienne va réessayer d'expliquer la question. Après, je ne sais pas s'il y avait des questions. Professeur Geneviève, il y a des questions autour des formes d'autisme avec une variabilité phénotypique, puisqu'on sait que les symptômes peuvent être différents, les expressions peuvent être différentes. Il y a des autistes qui ont le langage, il y en a d'autres qui n'ont pas de langage verbal. Il y a toute une variabilité. Est-ce que du coup, ce qu'on appelle TSA, le trouble du spectre de l'autisme, donc qui dit dans son titre-là, dans son acronyme, qu'il y a bien un spectre, donc une variabilité,
comment, à partir d'une variabilité phénotypique, on peut mettre ça en parallèle avec des causes génétiques, entre guillemets, et est-ce qu'il pourrait y avoir du coup des autismes et donc des maladies génétiques de l'autisme? Alors, je répondrai à la conclusion oui, en fait, et c'est le problème de la confusion de ce que l'on observe, c'est responsable d'une maladie, et de qu'est-ce qui est vraiment responsable de la maladie. Je reprends la fièvre. La fièvre, c'est un symptôme, et derrière, il y a plein de virus, plein de bactéries qui vont donner ce symptôme-là. Alors après, on peut raffiner ce symptôme, on peut avoir des syndromes grippales, et puis c'est un peu ce qui se passe finalement au sein du TND. On a été capable de dire il y a telle chose, telle chose, telle chose. Et donc, pour répondre à la question, oui, il m'apparaît aujourd'hui indispensable d'avoir accès, et je ne suis pas le seul à le dire, l'État français le dit, puisqu'on dit qu'il faut faire du génome chez les enfants qui ont un problème d'autisme. Et donc, oui, le trouble du spectre autistique est un symptôme, et il faut essayer de savoir quelle est la cause de ça, parce qu'on sera peut-être capable d'expliquer pourquoi il y a eu de l'épilepsie, pourquoi il n'y en a pas, pourquoi il y a eu un problème, je ne sais pas, de retard très fort au langage, et pourquoi il n'y en a pas, pourquoi il y a une déficience intellectuelle, etc. etc. Donc, j'aurais tendance à dire que aujourd'hui, on est un peu… Alors, ce qui est très compliqué, c'est que on connaît des choses, mais on n'a pas un arsenal de prise en charge qui est fantastique. Et on va avoir un gap dans cet arsenal de prise en charge entre le moment où on aura vraiment bien compris et le moment où on arrivera à des thérapies géniques, par exemple. Si thérapie génique, on peut appliquer dans certaines formes de gènes qui donnent de l'ADI et du TSA, ou peut-être du TSA isolé. Voilà. J'ai vu passer une question sur examen génétique il y a quelques temps. Faut-il refaire l'examen génétique? J'aurais tendance à dire tout dépend de l'examen, mais si ça n'a pas été un exome ou un génome, la réponse est oui. Mais tout dépend aussi de la présentation clinique. Et là, ça va peut-être un peu encore plus brouiller les cartes. On a tendance à proposer, quand on connaît bien un examen type exome ou génome pour du diagnostic, la déficience intellectuelle, on a suffisamment de connaissances pour pouvoir l'utiliser dans le cadre du diagnostic. Dans le TSA sans déficience intellectuelle, notre niveau de connaissance n'est pas très bon. Donc, si on fait un examen pangénomique, type exome ou génome, on va avoir un petit bout de réponse et tout le reste, ça sera pour la recherche pour mieux comprendre ce qui se passe. Et peut-être que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, l'état des connaissances sera tel que l'on pourra appliquer vraiment du diagnostic et donc toutes les connaissances derrière de prise en charge et potentiellement la thérapie. D'accord. Le professeur Gilberg avance l'hypothèse avec la métaphore de l'arbre que les troubles mentaux, les TND, auraient une souche commune au sens propre comme au sens figuré, des racines communes. Est-ce que l'on peut imaginer, dans une perspective développementale, que très tôt, même si l'environnement a des effets immédiats, j'allais dire, mais peut-être moins importants pour les fœtus ou pour les très très jeunes enfants, est-ce qu'on peut imaginer une souche génétique qui, à terme, développerait des TND, mais peut-être à moyen ou à long terme de la schizophrénie ou d'autres troubles? Est-ce que c'est raisonnable de voir les choses de cette façon-là ou, comme vous le dites, comme vous nous incitez, il faut être extrêmement prudent sur cette idée un petit peu séduisante de cette souche commune au départ, puis après une diversification des trajectoires? Alors oui, je suis persuadé qu'effectivement, on va avoir finalement, cette maladie monogénique va donner une fragilité sur le neurodéveloppement de cet enfant. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir plutôt de la déficience du TSA, plutôt du TSA, plutôt de la schizophrénie? On a du mal à répondre à cette question-là, très honnêtement. On est très grisé par cette question, ce gène est responsable de la maladie, mais il y a tout le reste des gènes qui vont moduler l'expression de cette maladie. Je vais prendre un exemple tout bête. Quand on est avec une microdélétion du chromosome 22, on va avoir un TND, un trouble du neurodéveloppement. Une partie des enfants vont avoir une déficience intellectuelle, d'autres auront des troubles des apprentissages, certains n'auront pas de déficience puisqu'ils vont être dans des QIT dans la norme, entre 85 et 110, mais ils vont avoir des 10, des multi-10. Et puis, on sait qu'un tiers de ces personnes-là vont finir par avoir de la schizophrénie.
Cette microdélétion 22, c'est vraiment l'exemple typique que finalement on peut croiser avec le même problème génétique, tout un tas d'états du trouble du neurodéveloppement, pardon, et que l'idée c'est de se dire est-ce qu'on connaît les facteurs qui vont faire apparaître tel ou tel symptôme. Exemple, toujours dans cette microdélétion 22, ce risque de schizophrénie peut être lié à plusieurs événements. Un problème de reconnaissance, trouble de reconnaissance visuospatiale lié à des habiletés sociales, visuelles, pardon, qui est des gens qui ne sont pas capables de se rendre compte si finalement la personne en face lui veut du bien ou du mal, ou s'il sourit ou il ne sourit pas. Et puis l'utilisation de cannabis peut favoriser fortement le risque de schizophrénie chez les personnes qui ont une microdélétion 22. Et on voit bien que cette interaction gène-environnement est vachement importante et que finalement, tout n'est pas monogénique, tout n'est pas purement environnemental. On a des déterminismes forts, mais des trajectoires modulables. Un enfant… alors, après, j'ai une question de Sophie, on va voir, on va essayer de répondre à sa métaphore. Donc, je disais, un enfant qui a un problème n'est pas fixé dans ce problème. Heureusement, on peut moduler ce problème génétique pour pouvoir donner le plus de compétences possible à l'enfant. Encore une fois, un diagnostic, ce n'est pas un pronostic. Il est absolument indispensable de pouvoir s'occuper des enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement. Alors, du coup, là, j'ai une question. Il fait beau à Paris parce que New York est la capitale des USA. Ne pas confondre co-occurrence et causalité. J'aurais besoin d'une explication à cette jolie métaphore auquel j'ai du mal à comprendre. Peut-être c'est de dire que si j'ai un variant génétique fort à effet rare, c'est la cause de quelque chose, mais que si je vois plusieurs symptômes, c'est ça, c'est la comorbidité versus maladie génétique et plusieurs symptômes. Oui, ou cause-conséquence, quoi, oui. L'autisme n'est pas causé par les vaccins ni les écrans, même si l'expression de l'autisme apparaît à cet âge. Ah, alors, l'autisme pas causé par les vaccins, on est d'accord. Ça a été démontré, surdémontré, redémontré. Je rappellerai que le départ de cette question de vaccination responsable de l'autisme était une manipulation de résultats. Manipulation de résultats. Et est-ce que le lien entre génétique et symptômes est prouvé? C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire qu'on a des modèles expérimentaux chez des animaux, on a des modèles cellulaires, et surtout ce qui va nous aider à répondre à cette question-là, c'est le fait de retrouver ce même problème génétique un peu partout. Globalement, est-ce que ce chromosome 21 en plus est responsable de la trisomie 21? Je vous laisserai répondre à cette question-là. Voilà. Oui. Voilà, je pense que c'est suffisamment explicite. On va devoir conclure. Peut-être pour terminer sur deux éléments, les conséquences de tout ça, professeur Geneviève, notamment en termes d'intervention. Alors, bien sûr, une maman, je crois, faisait remarquer à quoi ça sert tout ça alors qu'on a du mal à trouver une orthophoniste ou un médecin qui veut bien s'occuper des personnes avec TND ou autisme. Donc, voilà, bon, effectivement, ça, c'est un autre chantier. Mais plus spécifiquement sur, peut-être un mot sur les thérapies géniques. Syndrome d'Angelman, on a lu quelques papiers comme ça et des premières expérimentations. Est-ce que, en perspective, j'imagine qu'on est encore dans le cadre de la recherche, est-ce qu'il y a des perspectives de ce côté-là, du côté des thérapies géniques dans les troubles mentaux, dans les TND, dans l'autisme, où est-ce qu'on en est? Alors, je vais répondre très très rapidement à la question. Oui, ok, c'est super de faire du diagnostic, mais il faut prendre en charge les enfants. J'aurais tendance à dire oui, et probablement que la rationalisation de cette prise en charge par rapport à la connaissance de la trajectoire de vie permettra de mieux répartir l'effort. Bon, c'est un vœu pieux, effectivement. Et l'autre question, thérapie génique. Alors, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, on se base sur plusieurs hypothèses. L'identification de nouvelles molécules thérapeutiques pour pouvoir traiter spécifiquement telle ou telle maladie, c'est-à-dire la connaissance physiopathologique va dire, attention, c'est cette molécule qui sera plus efficace qu'une autre. Et puis, thérapie génique,
C'est difficile de répondre à cette question-là. On a des espoirs fantastiques. Je vais donner un seul espoir. On est dans le trouble du neurodéveloppement, mais très, très musculaire. C'est la myotrophie spinale infantile. C'est une maladie neurologique liée à une dépopulation des neurones de la moelle épinière. Donc, on est dans un problème de neurones. On a une thérapie génique qui permet de fixer la maladie au moment où on fait le diagnostic. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire un diagnostic très tôt. Et donc, ça veut dire que dans beaucoup de pays d'Europe et en France, on commence à faire ça. On met en place un dépistage néonatal de cette maladie génétique avec un examen génétique pur et dur. On ne fait pas de dosage de chimie ou que ce soit pour pouvoir mettre en place cette thérapie génique. Aujourd'hui, il y a 2 régions pilotes, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, qui vont montrer, mais encore une fois, c'est vraiment très franco-français parce que ça se fait en Belgique, en Allemagne et dans plein d'autres pays en Europe, qui vont montrer que ce dépistage très précoce permet d'appliquer une thérapie génique qui fait que ces enfants traités n'ont aucun symptôme neurologique. C'était des enfants qui mouraient à l'âge de 2 ans. Ce sont des enfants qui marchent, parlent, font tout comme ils devraient faire sans ce problème génétique. Un problème neurologique plus sévère ou plus compliqué, on va dire, pas plus sévère que la déficience intellectuelle, tout va dépendre de ce qu'on va observer. Mais oui, j'ai bon espoir. D'accord. Pour conclure, donc, il y a des questions donc, parfois très, très personnelles, très individuelles. Donc, j'invite les webinaristes d'aujourd'hui à se tourner vers les centres de ressources autisme de leur région où ils auront les informations, les conseils pour pouvoir éventuellement avoir des contacts avec les spécialistes. Je suppose que dans le cadre de France Médecine Génomique 2025, professeur Geneviève, il y a aussi dans les régions des possibilités, des ressources où les personnes qui nous écoutent peuvent se rendre, peuvent prendre contact. Complètement. En fait, aujourd'hui, seuls les centres experts peuvent prescrire en fait ces examens. Les centres ressources autisme, en particulier les centres d'excellence, sont en train de déployer leurs experts. Et par exemple, si on prend l'Occitanie Est, les centres experts prescripteurs, ça sera les neuropédiatres, les généticiens cliniciens et très très probablement les pédopsychiatres. Très bien. Mais discuter en amont et de rendre tous ensemble collégialement les informations en amont et en aval. Très bien. Eh bien, c'était le mot de la fin. Professeur Geneviève, un immense merci. Chers amis, vous retrouverez sur le site donc, du CRALR en fin de semaine, je vous le rappelle, la diffusion, puisque ce webinaire a été enregistré. Comme vous retrouverez les 2 précédents webinaires du CRALR. Et donc, on espère vous retrouver très nombreux mardi prochain à la même heure avec le psychiatre, le docteur Yélian, qui travaille avec le Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon et une unité dédiée sur les personnes adultes. Pour la question des troubles fonctionnels, on abordera la question de l'alimentation, la question du sommeil, la question de la douleur. Et je ne doute pas que vous serez très nombreux à être présents pour cette dernière du mois de janvier des webinaires du CRALR. Professeur Geneviève, merci beaucoup. À très bientôt. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Bonne journée, bon travail et à très bientôt. Au revoir.